Voilà, bienvenue pour cette 35e édition sur l'espace pour demain, le grand rendez-vous du space pour construire ensemble l'avenir. Alors la question est aujourd'hui clairement posée, comment l'élevage peut réduire son impact sur le climat avec Régis Lecarloer, responsable d'équipe climat, énergie, agroforesterie, avec nous ici présent. Venez avec nous Régis, vous avez souhaité aborder à la fois le contexte, qu'on connaît bien, mais on a toujours besoin de revoir ces bien belles images, comme on dit, et surtout les solutions qu'on peut déjà apporter au sein de son exploitation. On vous écoute. Oui, tout à fait, Olivier. Le changement climatique en cours a provoqué une hausse des températures d'une rapidité jamais observée. Dans l'ouest de la France, depuis 1950, nous avons enregistré une hausse des températures de plus 1,7 degrés. Nous en avons fait l'expérience sensible cet été avec des températures frôlant les 40 degrés et sur trois périodes. L'agriculture contribue au phénomène par l'émission de trois principaux gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote et dioxyde de carbone. Mais l'agriculture a aussi la capacité de stocker du carbone, notamment par le sol et le bois. Donc des solutions existent et nous avons choisi d'en présenter 10 parmi une cinquantaine. La première, c'est le pâturage. Le pâturage augmente la quantité de carbone dans le sol et nourrit les animaux avec une faible empreinte. Solution 2. Les rations. Améliorer les rations avec une ration ajustée aux besoins des animaux et des animaux en bonne santé permettent d'avoir une efficacité économique et climatique. Solution 3. Donc la solution 3, donc méthaniser les effluents dans l'élevage en couvrant les fosses et en récupérant le biogaz pour en faire de l'énergie. La solution 4, Régis. Donc optimiser ces parcours, donc un parcellaire regroupé permet de réduire les déplacements tout en ayant un parcellaire cohérent. Solution 5. Interculture et allongement de vie de la durée des prairies donc permet de stocker plus de carbone dans les sols. Solution 6. Les engrais minéraux émettent des gaz à effet de serre par leur fabrication, leur transport et leur utilisation. Là aussi, il faut ajuster par rapport aux besoins de la plante. La solution 7. Donc le bocage, les arbres stockent du carbone et permettent de limiter les excès du climat. Voilà, solution 8, dans le même esprit que la 7. Tout à fait. Un plan de gestion durable de la haie permet de stocker encore plus de carbone et de produire du bois énergie. Solution 9. Investir dans des bâtiments et matériels économes en énergie permet de réduire les factures et aussi l'impact sur le climat. Et puis la solution 10. Enfin, produire des énergies renouvelables à la ferme par le soleil, la biomasse et les effluents d'élevage permet de fournir à nos territoires une énergie de proximité et décarbonée. Alors voilà, 10 solutions proposées ici même sur l'espace pour demain par l'équipe climat, énergie, agroforesterie, Régis, parmi une cinquantaine de leviers, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les images qu'on a mises en illustration sont des images qui sont issues d'exploitation de la région. Et donc ce sont des choses qui sont déjà, on va dire, déjà effectives, déjà opérationnelles. Oui, de nombreux agriculteurs sont déjà engagés, donc d'autres vont suivre. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà, l'objectif c'est de créer une dynamique, de renforcer cette dynamique et montrer que oui, ça, non seulement ça existe, mais surtout ça fonctionne, ça marche et beaucoup en sont aujourd'hui très satisfaits. Merci Régis. Tout de suite, on va maintenant faire un zoom sur l'une des filières avec la filière volaille, avec Gwen Guillot, chargée d'études en aviculture. Bonjour Gwen. Bonjour. Alors Gwen, tu nous emmènes où là pour justement en savoir un peu plus sur la façon dont les éleveurs, notamment en aviculture, eh bien, font avancer les choses, énergie, climat, élevage, réduire son impact. Tout à fait. On a choisi de vous présenter l'exploitation de Benoît Rioux. Il élève des dindes dans le Finistère Nord, à Saint-Servais. Donc il a 4 bâtiments de 1500 m² en bâtiment clair. Donc là, vous voyez son exploitation. Ce qu'il fait sur son élevage en particulier, c'est l'implantation d'une chaudière bois en 2008. Cette chaudière bois a permis de limiter son impact en limitant son impact au niveau du gaz et en évitant une consommation de 40 tonnes de propane.
Le bois est fait localement et c'est ça qui est intéressant, c'est des contrats avec d'autres agriculteurs sur ses propres terres ou avec des collectivités pour récupérer du bois localement. Le besoin en bois varie en fonction de son taux de matière sèche. Mais on vous présente aussi tout un système car il a une unité de méthanisation et une unité de compostage associée à son élevage. L'intérêt, c'est le recyclage de la matière. Le fumier va dans la méthanisation avec une cogénératrice produit de l'électricité. La chaleur et le digestat va dans l'unité de compostage et le compost retourne aux terres. Le principe, c'est d'avoir un cercle vertueux. Le choix, c'était de la méthanisation sèche, qui est un petit peu particulier. Le principe, c'est d'utiliser des fumiers qui sont à 65% de matière sèche. Là, vous voyez un petit peu l'implantation de son exploitation. En fait, la méthanisation, vraiment, va se faire dans les 4 caissons de production de gaz qui sont découpés dans le bâtiment. Le dôme ne servira qu'au stockage du gaz qui sera injecté dans la cogénératrice. Au niveau des intrants, donc il y a 28% qui sont issus d'élevage, des fumiers de bovins, de volailles, de fientes. Il y a une trentaine de pourcents qui sont des déchets verts et pelouses avec des contrats avec des collectivités. 8% qui sont des ensilages de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et aujourd'hui, actuellement, il y a aussi 8%, on va dire, de déchets industriels, que ce soit des tomates, des pommes de terre, de la poudre de lait, ce qu'il y a dans les environs. À l'heure actuelle, il y a 25% de la ration qu'il met dans sa méthanisation qui reste du digestat du cycle d'avant. L'intérêt, c'est qu'au niveau travail, ça ne représente pas un temps plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en termes de main-d'œuvre et en termes aussi de matériel, notamment les chargeuses, c'est mutualisé avec l'unité de compostage qui est tout près. Là, vous voyez un exemple avec le pont bascule. C'est du matériel qui est adapté, notamment avec des détecteurs de gaz dans les chargeuses. Le cycle de la méthanisation se fait autour de 28 jours. Donc ça veut dire qu'il y a un chargement de caisson par semaine. C'est un projet évidemment d'envergure, c'est un grand projet avec un fort investissement de plus de 3 millions d'euros et qui actuellement, au bout de 10 ans de projet de construction, n'est toujours pas terminé. Il reste la valorisation de la chaleur à mettre en place. Aujourd'hui, donc là vous voyez, ça permet de créer du gaz et de l'injecter dans la cogénératrice qui est revendue à un tarif réglementé à EDF, ce qui correspond à peu près à 700 habitations quand on concerne que l'électricité. Le recyclage de la matière va se faire au niveau du digestat qui va entrer dans les casiers de compostage et bientôt, en tout cas, le réseau de chaleur qui va faire une injection de chaleur au niveau des casiers de compost. L'unité de compostage a été réalisée en 2003. Donc il y a 2 types, on va dire, dans le bâtiment. Il y a les casiers pour la montée en température et la formation du compost en tant que tel. Un espace au milieu pour le criblage et un espace de maturation du compost. Donc là, vous voyez un petit peu le travail entre le compost qui va passer dans cette machine qu'on appelle une cribleuse. Le but, c'est de séparer vraiment la matière fine, donc le compost qui va aller après en maturation et sera qui sera mis sur les terres, et le bois qu'on appelle le structurant, qui va retourner après dans les futurs tas de compost pour pouvoir avoir une aération de ce tas de compost. Donc il y a 2 types de compost qui est produit sur cette unité. Il y a le compost issu de la méthanisation. L'intérêt, c'est que d'avoir une méthanisation sèche, ça fait un compost qui est plus sec. Et du coup, il a estimé environ à une économie de 150 camions à l'année. Des camions qui sont souvent, en fait, qui vont dans les régions céréalières, donc qui évitent environ 500 km par camion. Et il fait aussi du rendu racine pour les agriculteurs du coin. Le but de ce projet, donc c'est tout un système en fait qu'on vous présente aujourd'hui, que ce soit l'élevage de dinde, la méthanisation et le compostage, c'est de limiter l'impact de la production sur son environnement et de répondre aux attentes sociétales. Merci Gwen pour ces explications, ce détail. Si vous avez bien entendu d'autres souhaits de questions ou autres, eh bien, vous n'hésiterez pas à rencontrer Gwen qui sera à votre disposition à l'issue de cet échange et de ce rendez-vous. Alors, on va passer la main justement avec Léna Odos sur la partie agronomique parce que pour chaque filière, il y a des
solutions, en tout cas des démarches à mener sur le plan agronomique. Alors, pour la partie volaille, c'est quoi ? Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture de conservation qui se développe depuis combien de temps ? Je pense que ça existe depuis très longtemps. La nuit du temps Je ne saurais pas dire exactement depuis combien de temps. Mais donc les leviers pour la ferme bas carbone se situent aussi au niveau des cultures. Donc autant au niveau de la réduction des gaz à effet de serre que du stockage de carbone dans les sols. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous présente un système qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols, ou son acronyme ACS, que vous pouvez voir aussi. Donc c'est un système qui se base sur 3 grands principes. Le premier, c'est la diversification des rotations. Le deuxième, ça va être une couverture permanente des sols. Donc vous pouvez voir sur l'image suivante ici un semi-direct dans un couvert en place, par exemple. Et le troisième principe, ça va être la perturbation minimale des sols. Le but, c'est de maximiser la vie du sol et les services qu'elle va pouvoir nous rendre en agriculture. Ici, par exemple, on essaie de regarder les galeries de vers de terre, qui sont un très bon indicateur de la vie du sol. Donc à partir de ces 3 principes, l'ACS va mobiliser toute une combinaison de leviers qui vont pouvoir impacter le bilan carbone de l'exploitation. Si on prend comme exemple la couverture permanente des sols, elle va permettre de restituer une quantité de biomasse végétale plus importante que des systèmes plus conventionnels où on a la présence de moins de couverts dans les rotations. Et ça va nous permettre d'augmenter la matière organique du sol. Et c'est cette matière organique qui va nous permettre de stocker du carbone dans les sols agricoles. Donc ensuite, au niveau du stockage de carbone, différents paramètres vont faire varier la quantité de carbone stocké, comme par exemple l'espèce de couvert implanté ou alors son stade végétatif au moment de sa destruction et de sa restitution au sol. Parfois, un couvert plus jeune et vert va apporter plus de carbone au sol qu'un couvert plus vieux et plus lignifié. Ce qui est assez contre-intuitif puisqu'il y a plus de carbone en quantité. Mais le manque d'azote va empêcher une dégradation assez rapide. Donc là, par exemple, sur cette image, on essaie de regarder, d'estimer la dégradation de ces couverts, de ces résidus de maïs, après leur restitution. Si on attend, l'image suivante va nous montrer en fait un matériel spécifique qui nous permet à l'avant de détruire un couvert avec une forte biomasse et à l'arrière du tracteur d'effectuer en même temps un semis avec un travail du sol superficiel qui nous permet d'avoir quand même des bonnes conditions de semis, un sol assez satisfaisant pour semer. Donc depuis 2021, la région Bretagne et le fonds d'investissement Livelihood proposent aux agriculteurs de les accompagner dans la mise en place et dans le maintien de l'agriculture de conservation sur leur exploitation, avec un contrat qui s'appelle le contrat agriculture régénérative. Donc les agriculteurs qui s'engagent dans cette démarche vont bénéficier d'un diagnostic complet de leur système qui nous permettra donc d'évaluer les restitutions de carbone supplémentaires permises par ce système et finalement de valoriser financièrement ce carbone rendu. Merci. Merci Léna pour ces explications. En tout cas, on voit que vous avez non seulement de belles paroles, mais en plus, vous allez sur le terrain rencontrer les éleveurs. C'est votre travail de conseiller comme vos collègues, bien sûr. Merci à vous tous. Régis, revenez vers nous, car vous allez conclure cet exposé avec les aspects pratiques. C'est-à-dire, je suis éleveur. Comment je fais pour justement me lancer dans cette démarche, cette initiation quelque part à la mise en place d'actions, de bons outils pour optimiser son système ? Oui, tout à fait. Des outils existent pour évaluer son empreinte carbone. Donc je ne vais pas tous les citer, mais ils sont en relation avec les filières. Le plus connu, c'est le CAP2ER et aussi le plus ancien qui est lié à la filière bovine. Donc l'objectif, c'est de définir l'empreinte carbone à l'instant T et puis derrière de donner des leviers et des marges de progrès. Vraiment de manière très personnalisée en fonction de son exploitation, j'imagine, bien sûr. Oui, c'est ça. Et on peut mettre en parallèle le marché du carbone avec des labels. Vous voyez juste en dessous les labels bas carbone qui permettent d'aller sur le marché du carbone. Pour revendre. Et financer les projets. Voilà. Par rapport à ça, donc, il y a 2 associations en Bretagne, une association en Bretagne et une autre en Pays de Loire qui accompagnent les agriculteurs dans le marché du carbone. C'est l'association Allium et l'association Solénat en Pays de Loire. Voilà.
Très bien, merci pour ces précisions. Alors, on poursuit, comment fait-on de manière très concrète? On avance ça. Voilà, donc l'empreinte carbone d'abord. Donc voilà, c'est assez technique. Sur le graphe de gauche, en fait, on a les différents postes d'émission par rapport à un diagnostic avec, vous voyez, CH4, hein, donc le méthane, qui est lié plutôt aux animaux. Ensuite, N2O, protoxyde d'azote, donc associé aux cultures, aux terres. Et puis le CO2, l'énergie. Alors, il ne faut surtout pas se tourner vers moi quand vous dites CO2, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas un langage de chimiste que vous aurez. Hein. Ouais, tout à fait. Donc le dioxyde de carbone plutôt lié à l'énergie. Et puis, on le sait tous que l'agriculture a la particularité de stocker du carbone, donc un puits de carbone. Donc là, vous voyez, c'est en négatif. Et le but, c'est d'arriver à une empreinte, donc c'est le graphe de droite, après ce diagnostic et de levée d'action pour avoir une empreinte la plus faible possible. Très bien. Donc une fois qu'on a fait cette empreinte carbone, on commence à grimper les différentes étapes pour aller vers la solution que vous proposez, qui est Climaculteur. Ouais. Alors un parcours bas carbone Climaculteur, c'est 4 étapes, 4 jalons. En combien de temps ça se fait ça ? Selon l'accompagnement, l'envie de l'agriculteur, il peut aller à la vitesse qu'il le souhaite. Oui, mais c'est quoi? C'est un mois, 2 mois, un an? Non, plutôt un an, parce qu'il faut se former, il faut progresser. D'ailleurs, c'est le jalon 3, et puis il faut changement de pratique aussi, peut-être. Donc c'est plusieurs mois ou plusieurs années. D'accord. Et puis dès aujourd'hui, en fait, les agriculteurs présents ici peuvent venir faire ce qu'on appelle un climat quiz. C'est l'étape numéro 1, quelque part, qui permet rapidement, en 10 minutes, de voir peut-être que, sans le savoir, des actions sont déjà en place. Et donc, du coup, ça donne déjà une idée assez fine. Voilà, c'est un constat, un début de connaissance de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, l'espace pour demain, aujourd'hui, c'est plutôt atténuation, donc le sujet du moment. L'élevage impacte le climat, donc comment réduire l'impact. Mais on peut aussi ouvrir, d'ailleurs... Colnard va présenter le projet FarmAdapt juste après, qui est lié à l'adaptation au changement climatique. C'est le climat impacte l'élevage, comment s'adapte. Avec les températures que nous avons eues cet été, on était dans le vif du sujet. Très bien, merci encore Régis pour l'ensemble de ces précisions. Je vous rappelle que l'Espace pour demain est conçu et animé par le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne, avec l'appui de leurs partenaires, le GIE Élevage de Bretagne, Agrétic BDI, les instituts techniques IDEL, ITAVI et IFIP. À noter également la présence de nos exposants partenaires, Acerva, CRD, Feintech, Nénuphar, Serap et TrioWorld, qui ensemble ici présentent du matériel essentiellement pour la filière porcine et bovine. Merci à tous, merci à l'équipe technique Rivacom, donc Romain, Vincent et Méven. À plus.